La vérité en face. La vérité en face ce matin avec le président de la République, Emmanuel Macron, qui aurait mis pression sur Kylian Mbappé pour prolonger. Il y aurait des petits coups de fil, il paraît. Oui, son contrat avec le PSG. Ce qui nous pose cette question ce matin, quels enjeux politiques pour le sport? Donc on élargira un petit peu forcément sur la géopolitique. Au niveau international, bien sûr. Exactement. Et pour en parler ce matin, nos deux spécialistes, Clément Pernia, bonjour, merci d'être avec nous, journaliste, co-auteur de La République du foot, pas le même parti, mais la même pression, la même passion, pardon, comme quoi ça marche aussi. Mais oui, ça marche aussi. Aux éditions Amphora. Et puis Jean-Baptiste Guégan est avec nous, consultant spécialiste en géopolitique du sport, enseignant et auteur de Géopolitique du sport, une autre explication du monde, et co-auteur de la République du foot, pas le même parti, mais la même passion aussi, aux éditions Amphora. Voilà, merci d'être avec nous. Bonjour, et vos appels 0826 300 300, on va parler sport mais politique aussi. Bah oui, bien sûr. En tout cas, soyez les bienvenus sur Sud Radio et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors, on va revenir bien sûr sur la République du foot, pas le même parti, mais la même passion. Livre qui raconte la petite et la grande histoire des liens entre politique et football en France. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a un exemple très récent. Cécile le disait à l'instant. On a appris qu'Emmanuel Macron aurait contacté Kylian Mbappé pour le faire rester au Paris Saint-Germain. Ça peut sembler étonnant de la part d'un président de la République, alors qu'on est aujourd'hui en plein conseil des ministres du nouveau gouvernement. Ça vous surprend une telle démarche, Clément Pernia? Non, ça me surprend pas parce que déjà les deux sont proches. À l'époque, il voulait l'emmener à l'OM déjà. Ouais, c'était sur le ton de la boutade parce qu'il sait très bien que financièrement, et même Mbappé est un enfant de Paris, donc il n'aurait jamais été à Marseille. Mais les deux sont proches, ils s'entendent bien. On sait l'importance du foot ces dernières années et dans le mandat d'Emmanuel Macron avec la victoire en Coupe du Monde. On sait que ça embellit l'image d'un pays, le sport, le foot de manière générale. On appelle ça le soft power. Mbappé... C'est une bonne nouvelle dans ce contexte compliqué que Mbappé reste. Oui. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle déjà pour le football français. Bon, dans l'ordre pour le PSG, évidemment, qui garde son meilleur joueur, son joyau. C'est une bonne nouvelle pour le football français qui va pouvoir valoriser sa marque, ses droits télé, qui va pouvoir sportivement aussi espérer des résultats plus convaincants, plus positifs. Et puis pour l'image de la France, pour l'image du pays, pour l'attractivité, pour ce que je vous disais, le soft power. Le soft power, c'est bien. Jean-Baptiste Guégan, justement, c'est aussi une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, une façon de mettre de côté les dossiers qui fâchent. Il y en a beaucoup en ce moment, c'est ça aussi? L'implication politique dans le sport. En trompe de pouvoir, on saisit ses intérêts et là, on est exactement là-dedans. Pour Kylian Mbappé, c'est le sportif. Pour Emmanuel Macron, c'est aussi d'abord une respiration et puis le fait de s'intéresser à un domaine qui intéresse les gens et les passionne. Kylian Mbappé, ça fait la une. Aujourd'hui, il fait le 20h. C'est quelque chose qui va littéralement captiver les gens et on va encore l'entendre parler pendant plusieurs semaines. Donc il a intérêt à être dans ce dossier-là. On parlait du sport qui était plutôt neutre pendant très, très longtemps, qu'on voit aujourd'hui se politiser. Clément Pernia, véritablement, quand on voit la géopolitique, l'Ukraine, la Russie, on se dit qu'aujourd'hui on ne peut pas faire sans la politique. Exactement, et puis vous avez cité la Russie. Pour Vladimir Poutine en particulier, ça a toujours été quelque chose de primordial. Déjà avant lui, pendant la guerre froide, la Russie se servait du sport face aux États-Unis dans cette comme étendard dans cette guerre à distance. Vladimir Poutine, avec la Coupe du Monde en 2018, avec les Jeux Olympiques en 2014, a toujours fait du sport une manière d'affirmer sa puissance avec les résultats des sportifs russes. Les Russes ont eu plutôt des bons résultats en plus dans les Jeux Olympiques. Donc là, on le voit aussi avec le Qatar, la Coupe du Monde au Qatar, le Qatar qui se sert du football et du sport aussi de manière générale pour valoriser sa marque, pour se vendre à l'étranger. Donc oui, effectivement, le sport et surtout le football qui est extrêmement populaire en Europe, en Occident et dans les pays méditerranéens. Effectivement, c'est presque indispensable pour vendre sa marque, pour vendre son image, de se servir du sport et du football. Et là, je pense qu'on en a l'illustration, surtout avec le PSG depuis 10 ans. Clément Pernia, vous parliez notamment de la Russie, et c'est le cas aussi, Jean-Baptiste Guégan, quand on voit finalement Sochi, les Jeux de Sochi en 2014, c'est que finalement, à travers le choix des villes, des endroits où la Coupe du Monde en 2018 en Russie, à travers le choix des villes où vont avoir lieu ces événements, c'est un choix aussi géopolitique et stratégique pour la Russie en l'occurrence là. En l'occurrence, c'est ce qu'on appelle du marketing territorial ou du place branding. L'idée, c'est de valoriser un territoire au travers d'un événement, souvent sportif, et ça permet aussi de faire passer des messages. Sochi, c'est pas rien. Sochi, c'est une ancienne cité balnéaire. On est en face de la Crimée. Exactement, et c'est moins d'une semaine après les Jeux de Sochi que la Russie attaque et récupère la Crimée. Et là, si on regarde bien, avec les Jeux de Beijing, ça a été pareil. La Russie a attendu la fin des Jeux pour pouvoir attaquer et cette fois envahir l'Ukraine. Et on est dans une approche qui est très simple.
tout choix de ville, finalement, porte un sens. Si on choisit Paris 2024, ça aurait très bien pu être Marseille. Finalement. C'est Paris 2024. L'idée, c'est de montrer l'attractivité de la France, faire de la capitale, finalement, le fer de lance du pays, de son attractivité, de son image. C'est ce qu'on appelle la marque France. Et ben, tous les pays aujourd'hui utilisent le sport pour ça. On est vraiment dans une approche complète. Et on ne peut pas être une puissance aujourd'hui sans être une puissance sportive et sans utiliser le sport. Mais ce qui est étonnant, c'est que finalement, dans ce conflit, je reviens sur le conflit Russie-Ukraine, c'est que les premières sanctions de la Russie viennent du sport, ce qui est quand même assez hallucinant. C'est une première. Ouais. C'est une première, c'est-à-dire que initialement on parle d'apolitisme du sport. En vérité, c'est un mythe. Ça a toujours été politisé. Là, le sport. En tout cas, c'est ce qu'il revendiquait. Exactement. Ça permettait d'avoir de l'indépendance aussi. Là, l'idée, c'était que finalement, il fallait tout de suite agir. Et le premier secteur à avoir appliqué les sanctions, c'est le sport. Ce qui pose aujourd'hui un vrai problème, parce que si vous commencez à appliquer ce type de sanctions, il faut aussi les appliquer aux autres. La Chine, l'Arabie Saoudite. Or, ce sont des gens qui financent énormément le sport. Et c'est peut-être. Et là, on fait un peu de déni quand même. Ouais, puis on a ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire que si on commence à être systématique, on peut aussi se poser la question, pour la France, pour l'Australie, pour plein d'autres choses. Si vous commencez à regarder la situation politique à l'intérieur des États, si vous commencez à regarder toutes les formes de discrimination, il n'y a aucun État qui échappe à ce type de sanctions. Et c'est là où on peut voir le poids important qu'a le sport finalement, parce qu'on met de côté carrément on met au banc certaines nations, quoi. On décide. Si on appliquait le même type de sanctions finalement à des États qui sont comparables à la Russie en termes d'action politique, on enlèverait un quart des pays aujourd'hui engagés dans les Jeux. Ça commence à limiter sacrément les choses. Surtout, on en parlait avec Mbappé tout à l'heure, les sportifs de renommés, vous l'avez dit, ce sont les étendards des pays. En Russie, par exemple, je pense à Daniil Medvedev, qui est l'un des meilleurs joueurs de tennis de la planète, qui là va être exclu de Wimbledon. Et c'est vrai, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue de l'aura, d'un point de vue de l'opinion, ça marque. Alors, évidemment, il y a les sanctions financières, économiques que les pays occidentaux infligent à la Russie, voilà, qui marquent aussi, mais d'un point de vue populaire, pour le peuple, pour les gens, pour les passionnés, pour les sportifs, c'est plus imprégnant. Sanctionner les sportifs, ça a une influence, ça a un impact considérable. Et ça rejoint ce que tu disais, Jean-Baptiste. Et puis c'est facile en termes de com aussi. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'aller taper le sportif, ça donne l'impression qu'on fait les choses. C'est comme la logique du boycott. Comme ça permet de dire à son opinion, regardez, on a sanctionné les sportifs. C'est extrêmement important. Et derrière, sans attaquer frontalement, c'est-à-dire, d'où le soft power finalement. C'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on répond sur le terrain du soft power avec des mesures finalement simples. Il y a une hypocrisie aussi sur les financements de tous ces clubs et de tous ces sports. On le voit avec Gazprom, là le gaz russe en fait, qui a, soyons clairs, ils ont payé dans tous les sports, que ce soit le hand, le foot, le tennis, ils sont partout. Le foot, la Ligue des Champions aussi. Oui, la Ligue des Champions, la Ligue des Champions qui s'est dégagée d'eux, voilà. Mais comment on peut faire sans le Qatar au PSG? Est-ce qu'on peut faire sans tous ces milliards étrangers? Alors aujourd'hui, si on enlève finalement tous les sponsors qui pourraient poser un problème, qui pourraient être liés à un État qui pose problème, ou un État qui a une pratique des droits particulière, on est confronté à un vrai souci, c'est qu'on n'a plus le financement habituel du sport. Et c'est toute la question des 10 prochaines années. C'est-à-dire qu'il faut réformer la gouvernance du sport et penser les choses autrement. Ça veut dire qu'il faut mettre une conditionnalité, par exemple, pour organiser les événements. Ça veut dire qu'il faut aller regarder ce que font vraiment les sponsors. Et aujourd'hui, aucun n'est prêt à ça. Donc là, c'est de politiser encore plus, finalement, le sport. Sachant que, pour rebondir sur votre question, le football français aujourd'hui dépend du Qatar. Complètement. Voilà. Le financement, tout ce qui est inhérent au football français, le cheminement du financement du football français, les droits télé, le marketing, les joueurs, le sportif, tout dépend du Qatar. Si les droits télé sont passés de 500 millions à 1 milliard à un moment donné, c'est parce que le Qatar a ramené des joueurs de foot, Messi, Mbappé, Neymar au PSG, parce que en Chine on diffuse les matchs à 13h du PSG, parce que partout dans le monde, au Brésil, en Argentine, on diffuse des matchs. Donc si on se retire, si on fait de la démagogie entre guillemets, qu'on retire, on dit demain plus de Qatar, plus d'Arabie Saoudite, plus de Chine, plus de Russie, c'est terminé, il n'y a plus de football français par exemple. Et plus de partenaires, plus de télé, plus tout ça. Enfin, il y a une chaîne derrière. Tout ce qui conditionne le financement. Ce qui est surprenant, c'est que justement dans votre ouvrage La République du foot, pas le même parti, mais la même passion, c'est qu'on voit que cette politisation du football, elle n'a pas été toujours, ça n'a pas été toujours le cas, quoi. Ça a mis du temps, et on voit certains présidents de la République qui s'en fichaient totalement du sport et du football.
Ce qui est assez intéressant, c'est que la politisation du foot, elle a accompagné l'extraordinaire explosion du foot du point de vue médiatique. À partir du moment où on a diffusé les matchs à la télé, à partir du moment où il y a eu une véritable économie du foot derrière, les politiques ont été obligés de s'en emparer. Et aujourd'hui, il est impossible de faire campagne. La Coupe du Monde a aussi été un accélérateur. Mais il était impossible, et on l'a vu avec la dernière campagne présidentielle, de Zemmour en passant par Macron pour revenir par la moitié des candidats, ils y ont tous eu recours. Ceux qui n'y ont pas eu recours n'ont pas réussi à rembourser leurs frais de campagne. Je vous laisse deviner qui. Est-ce que ça veut dire que, on en reparlera aussi, mais est-ce que ça veut dire que le Mbappé qui ne part pas au Real, ça peut créer des tensions entre l'Espagne et nous? On l'a vu, c'était la Liga qui porte plainte auprès de l'UEFA. C'est symbolique, ça? Il y a beaucoup de com derrière. Il n'y a pas de sanction possible et surtout il n'y a pas de cadre pour sanctionner justement le PSG. Et s'il y en a une, c'est simple. Le PSG a racheté des joueurs là où il faut. D'autant qu'il y a une bataille qui se joue entre finalement l'UEFA et la FIFA. Ça, c'est plus pour calmer l'opinion et dire regardez, on fait des choses. Là, on a affaire à un joueur libre quand même qui a le droit de faire ce qu'il veut, exactement. Et puis pour revenir sur ce que vous disiez, le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, avait déjà fait le coup en 2017 quand Paris avait acheté Neymar. Il avait menacé de porter plainte auprès des instances européennes, etc. En vain. Et pas de problème de diplomatie? Non, pas de problème de diplomatie. On peut pas donner autant de poids au football par rapport à la dimension diplomatique, c'est pas possible. Clément Pernia, Jean-Baptiste Guégan, on continue d'en parler justement. Je redonne le nom de votre ouvrage, La République du foot, pas le même parti, mais la même passion, aux éditions Amphora. Encore plein de sujets à débattre, notamment sur la question de la géopolitique, bien sûr, du sport. Et vos appels 0826 300 300, bien entendu, on vous attend au standard. À tout de suite. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. La vérité en face. Y a-t-il un lien avec le foot, enfin le sport en tout cas, et la politique? La réponse est clairement oui. On en parle ce matin avec nos invités. Clément Pernia est avec nous, journaliste, co-auteur avec Jean-Baptiste Guégan, qui est consultant et spécialiste en géopolitique du sport, de ce livre Géopolitique du sport, une autre explication du monde, et co-auteur ensemble, d'avoir fait ce petit lapsus, République du foot, pas le même parti, mais la même pression, aux éditions Amphora. Et on va parler d'une polémique assez récente dans le football, j'ai envie de dire encore une, parce que c'est vrai, quand on parle de football, globalement, c'est souvent par le prisme de polémique, en l'occurrence celle concernant le joueur du PSG, Idrissa Gueye, qui a été accusé d'homophobie. Il avait refusé de jouer lors d'un match où il aurait dû porter le flocage arc-en-ciel pour la journée de lutte contre l'homophobie. Clément Pernia, ça montre encore une fois, justement, d'une certaine façon ici, la politisation du football, globalement, à travers ces polémiques à chaque fois relancées. Oui, peut-être que si ça n'avait pas été Idrissa Gueye, que ça n'avait pas été du football, que ça n'avait pas été le PSG, on n'en aurait peut-être pas parlé autant. Je ne sais pas si Idrissa Gueye est homophobe. En tout cas, il a refusé de lutter contre l'homophobie dans le cadre de ce match. C'est dommageable, c'est assez ridicule même, parce qu'il aurait pu tout à fait aller sur le banc de touche et ne pas rentrer. Là, il a délibérément refusé de faire partie du groupe. Il avait déjà fait le coup l'an passé avec un autre joueur du PSG, Abdou Diallo. C'est pas officiel. Moi, je sais très bien que ça s'est passé comme ça. On me l'a dit au club. Oui, et puis récupérer le football à des fins politiques, ça a toujours été fait. Ça marche. Ça concerne l'opinion. Ça fait parler. Et puis les footballeurs en France sont des cibles aussi assez faciles. Alors là, je ne défends pas Gana Gueye parce que il est responsable de ce qu'il a fait. Mais en même temps, le footballeur, à l'image en France d'un type trop payé, d'un type qui court derrière un ballon qui touche des millions, et c'est facile, à la moindre polémique, à la moindre ouverture, de lui foncer dessus et de lui taper dessus. Donc oui, c'est une manière de récupérer le sport à des fins politiques très facile. Et puis derrière tout ça, mais vous en parlez dans votre ouvrage, il y a la question de l'islamisation via le foot ou pas, la question du racisme aussi dans ce sport. C'est quelque chose que vous développez aussi pas mal dans votre ouvrage, Jean-Baptiste Guégan, justement. Justement, c'est ces sujets-là qui sont des sujets qui nous concernent tous. Fantasme ou pas, fantasme, sujet de société radicalisation ou pas dans le foot. En attendant, ces problèmes-là se posent et on voit plus finalement une sorte de brouillard, quelque chose qui se dessine de manière claire. On a du mal à véritablement échapper à une politisation, c'est-à-dire que d'un côté vous avez une extrême gauche qui vous explique à rien. Nous, par exemple, dans le cadre du livre, on a eu des gens qui nous ont expliqué que le racisme n'était pas un sujet, que c'était terminé, que l'homophobie finalement devait être défendue et que la radicalisation n'existait pas. Ouais.
Sauf qu'il y a des enquêtes parlementaires, etc. Et quand on les sort, ils nous disent non, ça c'est des dérives d'extrême droite. Et à l'inverse, de l'autre côté, quand on explique que le sport est intégrateur, etc., on a l'autre qui dit non, c'est que du business, faut pas que ce soit politique. On est confronté finalement à quelque chose qui est lié à la complexité du sport, mais aussi à l'extrême incompétence d'une bonne partie de la classe politique par rapport à ces sujets. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ont en face d'eux, souvent ils l'instrumentalisent, et parfois ils le font très très mal. Justement, parlons aussi des politiques avec le gouvernement. L'ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu, on peut dire qu'elle laisse un bilan plutôt mitigé, clairement. Ouais, je sais même pas quoi dire, elle a pas fait grand chose en fait. Elle a vraiment. Tout le monde dit qu'elle a été presque inexistante. On l'a peu vue. Elle a déjà elle s'est peu exprimée. Voilà. Les ministres s'expriment, font des interviews, les week-ends dans les médias. Elle s'est très peu exprimée. Elle a dû en faire quelques-unes. Souvent c'était dans la presse écrite d'ailleurs. Très maladroite. Des tweets, on pense aux tweets même maladroits concernant Idrissa Gueye, où elle remercie un communiqué de presse finalement, justement là-dessus. Là, moi, je vais parler du football. Dans les graves crises qu'a traversé le football français ces dernières années, il y en a eu beaucoup. Il y a eu la crise sanitaire qui a impacté les finances des clubs. Il y a eu la crise des droits télé avec Mediapro et le fiasco Mediapro. On l'a très peu vu. Elle est très peu montée au front. On a même, Emmanuel Macron a été plus présent qu'elle. Il y a un seul sujet. Mais après, juste, il y a plus une ministre des Sports. Elle a été déléguée aussi. Et ça, c'est vrai. Ça peut paraître anecdotique, mais ça l'est pas. Sur les sujets de l'intégration, on sait que c'est hyper important pour l'intégration, on sait que c'est très bon, le sport santé c'est très important. Il faut quand même quelqu'un de très capé justement pour endosser tous ces sujets et les porter. C'est là où justement la nouvelle ministre des Sports AOC, donc Oueda Castera, va être quelqu'un qui suscite énormément d'attentes. Pour quelle raison Alors d'abord c'est une énarque, c'est ensuite une ancienne championne de tennis, puisque c'était un des espoirs féminins du tennis français. Elle a arrêté, elle est devenue finalement une bête de concours, c'est le cas de le dire. Elle a pris des fonctions à la FFT, c'est une proche du président. Et donc on est face à quelqu'un qui connaît la totalité des rouages de l'État, qui sait aussi ce qu'est le sport de haut niveau, qui sait aussi ce que c'est que de manager une fédération. Donc vous êtes face à un profil qu'on n'avait plus depuis des décennies à la tête du ministère. A fortiori, c'est une femme, donc elle va être aussi capable de reporter le seul combat que Maracineanu avait gagné, celui sur les violences sexuelles. Et puis c'est aussi, dans son intitulé, la ministre des Sports et des Jeux. Et puis il y a Paris 2024, donc à un moment donné, il faut peut-être qu'on bouge. Et depuis quelques temps, c'était à l'arrêt. Donc on l'attend énormément. Mais ça fait des gros défis à venir. Il y a Paris 2024 et puis il y a le Qatar aussi à la fin de l'année, la Coupe du Monde. On l'attendra sûrement. La Coupe du Monde en 2023. Là, pour le coup, il y a eu une recrudescence de considération de la part du gouvernement. Il y a peut-être plus de ministre des Transports. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, ça va peut-être revenir. Le logement et transport pour l'instant. En vacances, mais par contre, il y a un ministre des Sports, des Jeux Olympiques. C'est plus délégué à l'éducation. Et ça, c'est important. Ça, c'est aussi un symbole. On est peut-être dans la symbolique. Mais en termes de considération, peut-être que Macron veut faire du sport. On sait qu'il est conseillé par des maires, par des élus locaux qui ont fait du sport un vecteur d'intégration, un vecteur de politique à l'échelle locale. Et peut-être que par le maire de Poissy notamment. Voilà, le maire de Poissy, et peut-être qu'on lui a dit voilà, le sport ça concerne, le sport ça intègre, le sport c'est important. Faisons un outil politique. La Coupe du Monde au Qatar, ça va être sujet à 10 000 polémiques. Et là, il va falloir les préparer. Ça a déjà commencé, c'est-à-dire que de l'accueil des supporters qui va être compliqué, en passant par le fait d'aller sur un terrain où concrètement beaucoup de questions éthiques se posent. Le droit des travailleurs, l'écologie, le droit des travailleurs, la question des minorités, etc. Alors le Qatar a fait des efforts, mais c'est pas encore à la hauteur des standards européens et occidentaux. Les Bleus y vont, et puis quand on demande par exemple à Noël Le Graët, il y a pas de problème, il y a pas de question, tout est réglé. Problème de salaire, d'imposer effectivement des salaires que les salaires pour les féminines aussi, toutes ces questions-là, elles sont mises de côté. Et puis à la fédération, il n'y a jamais de problème puisqu'on est champion du monde. Mais après, pour nuancer, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent, mais on serait vachement dans l'hypocrisie s'il y a un mois de la Coupe du Monde, on se lançait dans de telles polémiques alors que le Qatar est à la tête du PSG depuis 10 ans, alors que la dernière Coupe du Monde était en Russie. Enfin, je pense qu'on va la voir, c'est sûr qu'on va la voir, la démagogie, le Qatar bashing, la récupération politique à 3 semaines des types d'ailleurs qui n'ont pas du tout parlé de football et de sport pendant la campagne présidentielle, alors que c'est concernant, qui vont se réveiller, qui vont s'intéresser au foot à 3 semaines de l'élection. Ça, on va l'avoir droit à tous les coups. Mais on serait vraiment dans l'hypocrisie quand on sait tout ce que. C'est-à-dire pour vous, c'est pas légitime ce Qatar bashing. C'est pas légitime. Il y a des polémiques, il y a même des scandales par rapport aux travailleurs, etc. Mais enfin, on le sait tout ça, on le sait depuis des années, depuis des mois, et on sait tous qu'ils vont se réveiller à 3 semaines. Et je trouve ça assez ridicule et pathétique.
Sur ces questions du sport, peut-être pour conclure un petit peu aussi, il y a toujours cette inquiétude ou ce reproche de récupération permanente de la part du politique aussi du sport. On parlait notamment de Vladimir Poutine, on peut parler aussi des cas en France. Alors il y a des vrais passionnés de sport, de football notamment, mais il y a toujours bien du côté des citoyens cette impression que finalement, voilà quoi, on nous vend des pains et des jeux surtout, à défaut du pain. C'est l'expression de Eric Revel. Exactement. C'est ce qu'il disait. Non, après, ce qui est intéressant, c'est qu'un politique ne peut pas faire abstraction du sport. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, vous êtes élu sur un territoire, quelle que soit l'échelle. Vous êtes obligé de vous intéresser au foot. Parce que, de toute façon, c'est ce qui intéresse plus de la moitié de vos électeurs et de vos concitoyens. Donc, vous êtes obligé. Voilà. Après, ce qu'on voit, c'est ceux qui ont des stratégies pour utiliser le sport et pour en faire quelque chose de politiquement profitable, mais qui sont pas sincères. Et ça se voit, mais à des kilomètres. De la maire de Paris en passant par à peu près une bonne partie des candidats à la présidentielle, on l'a vu. Et on a quand même deux des trois grandes forces politiques aujourd'hui qui se revendiquent d'être proches du peuple, d'être les partis populaires, la NUP et le Rassemblement National, et dont les égéries, dont les têtes de proue, les figures de proue, se sont complètement désintéressés. Ils se désintéressent complètement du sport le plus populaire, du sport le plus proche des gens. Donc c'est très problématique. Et on nous a confié dans le livre, un proche de Jean-Luc Mélenchon nous a confié qui rappelait aux candidats, intéresse-toi au foot, c'est important, ça parle aux gens, tes électeurs, ils aiment le foot, etc. Ils s'en fichent. Jean-Luc. Mais ce qui est à noter, c'est que les 3 derniers présidents sont des fans de foot, en l'occurrence. Alors oui, ils sont intéressés. C'est pas anodin, ça peut-être. C'est une question de génération aussi. C'est-à-dire qu'ils ont grandi avec la victoire des Bleus, notamment le dernier. Ils ont accompagné ce mouvement-là. Avec Saint-Etienne, avec l'OM. Sarkozy, etc. Et puis il y en a un, le dernier en l'occurrence, Emmanuel Macron, qui a très bien compris tout ce que ça pouvait apporter. Il a fait la synthèse de tout ce qui s'était fait depuis Jacques Chirac. Et il sait qu'aujourd'hui, on ne peut pas être président sans être investi, sans être affilié à un club, sans être capable de soutenir les Bleus. C'est presque un président coach. Là, on va le voir au moment. Il donne ses conseils, notamment aux féminines. Aux féminines, aux féminines, mais à Mbappé aussi. C'est presque son super agent. Et puis rappelons que pour les territoires, c'est généralement avec un pouvoir d'achat difficile, généralement le football, c'est peut-être la seule sortie pour certains foyers, pour certaines familles et certains loisirs aussi de jeunes enfants. En tout cas, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. On rappelle justement le titre de votre ouvrage. Absolument. Clément Perniat, Jean-Baptiste Guégan, donc La République du foot, pas le même parti, mais la même passion. C'est aux éditions Amphora à lire. Et puis Jean-Baptiste Guégan, on rappelle aussi Géopolitique du sport, une autre explication du monde, bien sûr. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.